Madeleine Caboche. Le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Brouillot. Jean-Pierre Brouillot avec ce livre que nous avons sous les yeux, Aller voir ailleurs, en sous-titre Dans les pas d'un voyageur aveugle, aux éditions Point. Et j'ai envie, Jean-Pierre Brouillot, de dire cette dédicace au tout début. Vous dédiez ce livre aux mains qui me guident, aux yeux qui me font voir le monde. Bonjour Jean-Pierre Brouillot. Bonjour. Alors Jean-Pierre Brouillot, on voyage énormément avec vous. On voyage depuis que vous avez 16 ans et c'est tous ces voyages que vous partagez avec nous. Alors les destinations sont vraiment incroyablement nombreuses. J'en cite comme ça au hasard, hein. Gambie, Sénégal, Rwanda, Belize, Amazonie, Jérusalem, Soudan. Est-ce qu'il y a, je crois qu'il vaut mieux commencer comme ça, est-ce qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas allé sur la Terre ? Oui, bien sûr, oui, la Sibérie. Enfin, j'ai voyagé sur tous les continents. Mais il y a effectivement des pays où je ne suis pas allé, oui. Je sais pas, en fait, c'est quand même beaucoup de l'improvisation. Je suis les désirs qui montent et puis les rencontres aussi. Le Portugal, vous avez fini par y aller ? C'est quand même incroyable cette histoire. Oui, j'ai fini par y aller. J'avais rencontré une femme quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais en très grosse souffrance parce que j'ai eu des années assez difficiles pour intégrer cette différence qu'est la cécité. Et je faisais la mendicité dans la rue. À l'époque, je vivais vraiment à la rue et en voyage permanent. J'étais à Paris et je suis tombé sur une grande bourgeoise à qui j'ai demandé 1 franc comme ça. Je savais pas à qui je demandais de l'argent, ne voyant pas. Et cette dame s'est arrêtée et je sais plus la phrase exacte, mais elle m'a dit vous avez aucun discernement, vous ne me demandez qu'1 franc à une personne comme moi. Et elle m'a invité chez elle. Et puis, elle a décidé de me faire rentrer dans sa vie et elle a décidé, à un moment donné, elle me disait, en fait, vivre, c'est juste mettre des casquettes différentes. Il faut, à un moment donné, être capable de tout vivre, en fait, comme un jeu. C'est-à-dire, un jour, tu t'habilles comme quelqu'un de riche, le lendemain, tu vis en clochard, mais simplement être là, présent à toutes les formes de la vie. Et elle m'y a invité, et j'ai vécu quelques jours avec elle dans une certaine bourgeoisie intellectuelle parisienne. C'était vraiment, moi je venais d'un milieu extrêmement modeste, j'avais pas fait d'études. Et puis à un moment donné, elle a décidé de prendre la route avec moi. On passait beaucoup de temps, on avait une complicité à beaucoup de niveaux, notamment sexuel, on passait beaucoup de temps dans l'intime. Et à un moment donné, elle m'a dit, bon, ben c'est très simple, pour la destination, j'ai pas beaucoup de temps, en fait, j'ai une dizaine de jours, on peut pas aller très loin, donc je vais prendre une carte de l'Europe, et tu vas éjaculer sur la carte de l'Europe, et on ira là où l'éjaculation va tomber. Et voilà, la pointe de l'éjaculation, c'était le Portugal. Et on est parti en autostop vers le Portugal, et en fait, on s'est arrêté à Barcelone, et on s'est séparés à Barcelone. Et je pensais que je n'irais absolument jamais au Portugal. Ça m'a été offert d'aller au Portugal au mois de novembre cette année. J'étais assez surpris de continuer ce voyage. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai entendu derrière une porte ma mère déplorer, se lamenter que lorsque je serais aveugle, j'étais à l'époque, je ne voyais très peu, mais j'étais encore amblyope, j'étais dans une école de malvoyance à l'époque, et je ne savais pas qu'un jour je serais aveugle. Personne ne me l'avait dit, et puis je voulais surtout pas le savoir et l'imaginer. Et j'ai entendu donc derrière cette porte, ma mère dit, c'est terrible, quand Jean-Pierre sera aveugle, il ne rencontrera pas de femme normale. Et ça m'a, je crois, vraiment marqué au fer rouge. Et je crois que je n'ai eu de cesse d'essayer de prouver à ma mère que justement, je pouvais rencontrer toutes les femmes que je voulais, même en étant différent. Mais c'était extrêmement violent quand même qu'elle dise ça, hein ? Oui, mais elle le disait à mon insu, quoi. Elle était en train de parler avec mon père, et c'est vrai qu'il venait sans doute d'apprendre d'un spécialiste que j'allais perdre la vue dans les mois qui suivent, quoi. Donc elle était, vous pouvez imaginer, enfin moi j'ai une fille qui a 20 ans, même en tant que personne privée de la vue, j'apprendrais qu'elle va perdre la vue, c'est pas évident quand même. Bon, après je sais qu'en étant aveugle, on est vivant absolument comme tout le monde, si à un moment donné on intègre totalement cette différence. On sent très fort dans ces rencontres avec ces femmes que vous croisez l'envie de dire le contraire à votre maman. Mais comment vous étiez avec elle ? Parce que vous dites à un moment donné, combien de femmes ai-je ainsi jetées de mon lit dans un déluge d'un jour ? Il y avait en même temps envie de prouver le contraire à votre maman, puis en même temps, il y avait une espèce de conflit comme ça, non ?
En fait, si vous voulez, moi, ça a été ça tout le travail d'une vie. Ça a été de pouvoir m'aimer. Et à cette époque-là, je ne m'aimais pas. J'avais vraiment même, je pense, une détestation. Bon, déjà à l'origine de la vie, parce que je trouvais que c'était injuste que Jean-Pierre soit aveugle plutôt que quelqu'un d'autre. Et donc, je ne m'aimais pas, et ne m'aimant pas, je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un puisse, sans être hypocrite ou intéressé, m'aimer. Ce qui fait que, effectivement, c'est très paradoxal, hein, mais quand je rencontrais une femme, si ça restait sur le plan sexuel, tout va bien. Mais si elle manifestait de la tendresse et un sentiment amoureux, je n'y croyais pas, et ça me mettait dans une colère terrible, parce que ça me renvoyait au fait que moi, je ne pouvais pas m'aimer, quoi. Donc j'accusais l'autre et ça m'est arrivé, réellement une fois d'être extrêmement désagréable à ce point, quoi, et de faire sortir la personne. Bon, c'est monstrueux. J'ai vécu des choses. Je me suis fait beaucoup souffrir psychologiquement. Si je devais me réapproprier ma parole et mon vécu, je crois que j'ai eu besoin de ça pour prendre conscience de beaucoup de choses. Au moins, je l'ai vécu, quoi. Je l'ai pas vécu de manière tiède, quoi. Je suis allé dans le feu de la souffrance et dans le feu du désir aussi. Quand est-ce que vous perdez complètement la vue, Jean-Pierre Brouillot ? Je ne le sais pas. Ça a été progressif, certes, mais il y a eu un moment où je n'ai plus vu du tout. En fait, c'est entre 15 ans et 16 ans, parce que j'étais dans un total déni. Et j'évoluais encore dans une école que je connaissais. Je connaissais les gens, je connaissais les éducateurs, les professeurs, les enseignants. Et je revenais le week-end chez mes parents, je connaissais ces lieux. Donc j'étais dans le déni de la cécité et je profitais de la mémoire pour me mouvoir. J'avais pas de problème. Très rares étaient les moments qui me renvoyaient au fait de ne pas voir. Sauf quand une chaise était là où je ne l'attendais pas. Bon, je me cognais dedans, mais c'était tellement anecdotique que je ne m'en rendais pas compte. Après, de cette école, j'ai été expulsé. Ils m'ont renvoyé dans une école parisienne. Et là, évidemment, quand je suis arrivé dans cette école, je connaissais absolument pas. Et je me cognais dans tout. Et là, j'ai été obligé de découvrir que j'étais aveugle. Et ça a été quelque chose d'extrêmement violent, quoi. Que vous avez continué à nier pendant un certain temps quand même, non ? À refuser, nier non, mais à refuser, parce que la différence entre le déni et le refus, le déni c'est on ne voit pas l'objet que l'on refuse, alors que le refus on voit l'objet. Oui, bien sûr que j'ai continué à refuser, mais avec quand même de plus en plus des moments où j'étais abattu et j'étais résigné de plus en plus, oui. Partez en 1974, on vous retrouve porte d'Orléans. Là, qu'est-ce qui vous pousse à partir ? Parce qu'on est effectivement dans les années où on est on the road again. On part, on veut aller en Afghanistan, on veut aller en Inde. Qu'est-ce qui vous pousse à partir à ce moment-là ? Je crois que j'ai eu une très grande envie de vivre, peut-être même de survivre à l'époque, parce que j'étais quand même mal en point psychologiquement. Et ce désir m'a jeté sur les routes pour réaliser les rêves qui me portaient et qui me paraissaient inatteignables. C'est fantastique que cela ait pu se produire, parce que en me postant comme ça, porte d'Orléans sur les routes, avec un panneau où c'était écrit Katmandou dessus, c'était quand même un peu osé, porte d'Orléans, Katmandou, ça m'a permis de poser devant moi l'acte de voyager, donc de devenir voyageur, et de pouvoir commencer à m'aimer. Et je pense même qu'il y a des époques où j'ai voyagé pour alimenter le voyageur. En fait, ça a été ma créativité. J'ai créé cette personne, quoi. J'ai l'impression que la vie a créé un aveugle, et moi, par-dessus ça, j'ai créé une autre identité qui a été limitative, mais qui a été la passerelle vers la vie, quoi. Et là, vous partez sans le sou ? Ah oui, bien sûr, sans le sou. Quand je pense qu'aujourd'hui, des fois, on paye très cher pour faire des jeûnes. Là, je partais. Effectivement, c'était un abandon, en fait. C'était un jour on mangeait, un jour on mangeait pas. Des fois, c'était très compliqué parce que je trouvais pas d'endroit vraiment pour dormir. Je dormais absolument n'importe où. Ça m'a permis de vaincre beaucoup de peur, d'appréhension surtout, je dirais, et puis de gagner du terrain sur la confiance, quoi. Mais c'est vrai que vous dormez, comme beaucoup de jeunes à l'époque, vous dormez vraiment n'importe où.
si on répertorie comme ça les endroits, il y a des chambres sordides, il y a des fois des toits de train, hein, vous êtes arrivé de dormir sur des toits de train. Comment est-ce que vous viviez cette pauvreté ? Je crois que je sais pas vraiment, en fait. J'étais farouchement déterminé à vivre ce que je vivais, quel qu'en soit le prix à payer. Ça, c'est une évidence, quoi. J'ai eu des peurs terribles, hein, parce que bon, je sais pas, j'ai vécu des choses difficiles, des braquages, même des choses que je raconte pas dans le tome 1, il y aura peut-être un tome 2, mais j'ai vécu des choses vraiment très très difficiles, ouais. Notamment des naufrages et des choses comme ça. Mais voilà, ça n'a jamais été remis en cause, quoi. Détour jusqu'à 16h sur la première. Mon éducation est vraiment extrêmement très fragile. J'étais dans un milieu où on n'avait pas de livres, quoi. On était très peu fortunés. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'eau courante et les toilettes sont arrivées chez mes parents en 82, quand j'avais 26 ans. Bon, j'étais plus chez mes parents depuis 10 ans. Mais je veux dire, jusque-là, on avait une vie à la campagne, le pot de chambre, et on se lavait avec une cuvette, on allait chercher l'eau au puits, on faisait chauffer l'eau, voilà, en 82. Évidemment, on n'avait pas de téléphone, et on n'avait pas de livres. Mais pourtant, vous dites que c'est, au fond, vos lectures qui vous ont donné le goût et l'envie du voyage. J'ai lu quelques livres en braille, qui venaient donc pas de chez mes parents, mais à un moment donné, comme mes parents étaient très méfiants et ils voulaient pas que je fréquente les enfants de mon âge des fermes autour. Pourquoi ? Parce que pour eux, je pense que... Ma mère disait toujours, ils vont profiter que tu vois pas ou que tu vois mal, et ils vont te voler tes jouets. Voilà, donc je me retrouvais et je m'ennuyais beaucoup par moments. Et je sais plus comment ça s'est passé, mais mon père a découvert qu'il existait une bibliothèque pour les aveugles et qu'on pouvait commander des livres. Donc je sais pas comment, peut-être par l'école. Et ils ont commandé des livres, et au moment où je savais plus quoi faire. On avait des poules et tout ça, donc je jouais beaucoup dans la ferme de mes parents avec les animaux. Je faisais du vélo et j'essayais de rouler sur les poules. Enfin bon, toutes les trucs de gamin quand j'avais 8-9 ans. Vous étiez un sale gamin, un peu quand même, non ? J'étais un sale gamin, oui. Donc je commandais des livres et c'est drôle parce que les livres, mon père me lisait les titres qu'il voyait sur les catalogues. Et je choisissais toujours des titres où il y avait un nom de pays. Et j'ai lu donc évidemment les livres à l'époque de quelqu'un de chez vous, Blaise Cendrars, les Kessel, enfin les livres autour du voyage. Et puis vous avez suivi l'aventure des Mahusiers. Oui, c'est une des fenêtres qui se sont ouvertes avec l'école, qui nous a amené voir des conférences. Comment ça s'appelait ? Connaissance du monde, non ? Quelque chose comme ça. Connaissance du monde, c'est ça, voilà. Oui, et il y avait la famille Mahusier, qui était le père, la mère, et ils avaient 4 enfants, et ils partaient 6 mois, 1 an, vivre en Amazonie, en Australie. Après, ils revenaient, et ils avaient tout un cycle de conférences, et ils publiaient un bouquin. Et ça me fascinait, littéralement. Quand je serai grand, peut-être que je chanterai ou je ferai la courbatiste en même temps. J'habite une trompette argentée. Dieu m'a fait son, sien parmi ses songes. Parmi des hordes à tutoyer des monstres d'anges. Spacieux silence, je m'installe. Esprit qui passe par les fentes et salute au passage. Le boulevard insensible. À ta sueur, petite dame, à ton courage, à magie des accès trompant le voyageur. Panorama du bout du monde chante ses 6 milliards de souffles. Le peuple est réuni pour démêler son sang. Le décor est urbain de toutes ces lutheries. Je plante 2 bâtons, 2 bâtons. Je plante 2 bâtons.
sans doute chargé d'heures sur le macadam aux ondes mouillées des mégapoles. Il pleut des cordes sur des instants vides. On porte dans le même sac son trésor, sa pacotille. Bonjour les cendres tamisées dans les mailles de l'expérience. Je plante deux bâtons. Je plante deux bâtons. À ta sueur, petite dame, à ton courage, à magie des accès trompant le voyageur. Je plante deux bâtons. Je plante deux bâtons. Je plante deux bâtons. რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებია. გზას გისურვებ კეთილს, მზეს გისურვებ ნათელს. გისურვებ ცას, გისურვებ სიყვარულს, სიკეთეს გისურვებ. Détour. Madeleine Caboche. On est avec Jean-Pierre Brouillot, Allez voir ailleurs, c'est le titre d'un livre paru aux éditions du Point. Vous parlez de l'Afghanistan, bien sûr, parce que à l'époque, c'est vrai que c'était une destination, d'abord où on pouvait aller, ce qu'on ne peut plus faire, et qui faisait rêver tout le monde. Et vous dites plus que ça. Vous dites, c'est une révélation, l'Afghanistan. Pourquoi, Jean-Pierre Brouillot? Ça m'a fait renaître sur des choses très très pratiques. Chez mes parents, je me souviens, depuis que j'étais gamin, quand il y avait des repas de famille ou des repas avec les voisins, il fallait se tenir sans bouger. C'est ce qu'on demandait beaucoup, en tout cas ce que mes parents me demandaient. Mon père était ancien militaire, il était assez strict et très formel, et pendant les repas, il fallait mettre les mains sur la table, pas bouger. Et moi, je pouvais pas, c'était impossible. J'étais comme un asticot, je me tortillais dans tous les sens. Et j'ai réalisé quand je suis arrivé en Afghanistan, le bonheur, la plénitude vraiment d'être assis par terre sur un tapis, de manger sur le sol ou sur une table basse. Enfin, mille et une choses comme ça. La rencontre avec la musique orientale m'a littéralement arraché des larmes, mais je dirais des larmes physiques, mais aussi des larmes du dedans. Il y a eu une espèce de scintillement comme ça de l'esprit, où la musique m'est tombée comme des gouttes de grâce dans mon espace interne. C'était divin. J'ai découvert la musique en autostop, surtout en Iran et en Afghanistan, en montant dans les camions. Et c'est vrai que les haut-parleurs étaient saturés, ça hurlait, ça cassait les oreilles. Et mes amis disaient, mais ils nous cassent les oreilles avec leurs trucs. Et moi, j'étais aux anges. Le pays en lui-même aussi, cette espèce d'immensité de ciel qui rencontre le minéral. Je connaissais pas la montagne, ma famille vivait dans l'ouest de la France, et c'est relativement plat, et ce sont un peu des bocages, des champs avec des clôtures et tout ça. Et là, j'arrivais pour la première fois dans un espace où il y avait très peu de végétal, justement, juste du rocher, soleil très très ardent et un ciel immense comme ça. Et ce silence où on entend battre son cœur.
Et alors justement, vous parliez des livres tout à l'heure, vous dites « j'avais une impression de déjà-vu ». Alors c'est quelque chose de très très furtif. C'est comme si c'était une ébauche de pensée qui m'a traversé, quelque chose d'antérieur à la pensée, comme si j'avais déjà vécu là. Après, on peut ébaucher avec son mental et dire des histoires de réincarnation, tout ça. J'essaie de dépister toutes les croyances qui peuvent me séparer de la vie. Je fais très attention à être plutôt dans le présent et à ne pas me faire embarquer justement loin d'où je suis. Mais c'est vrai que c'est étonnant, ça a été foudroyant, quoi. Il y a eu une rencontre avec une sensation à peine imagée. Alors à la fois de connu et d'inconnaissable. Et ce paradoxe-là, je suis dans l'inconnu connu. C'est ce que je goûte tant dans la vie en fait aujourd'hui. Parce que quand on ne voit pas, je sais jamais où je marche, quoi. Quand on est aveugle par essence, on devrait évoluer avec des trajets connus. Et c'est rare, à part quand je rentre dans mon village en Ardèche, mais c'est 2-3 jours par mois. Là, je me déplace dans le connu, mais dans mon quotidien, je suis toujours dans l'inconnu. C'est ça qui donne du goût à la vie, quoi. Il vous est arrivé souvent de vous perdre ? Je suis toujours perdu, Madeleine. Donc il y a le perdu triste et le perdu joyeux. Ça m'a été révélé par des choses très très douloureuses. Au début, quand on est aveugle et qu'on l'accepte pas, et qu'on est toujours perdu parce qu'on se met dans des situations pour être perdu, j'étais toujours dans la dépendance du regard des autres. Je me disais, voilà, là je suis comme un con là, en train de chercher une porte devant un immeuble, et je me heurte avec ma canne, là c'est la fenêtre, là, et les gens me regardent, et je dois être grotesque, je dois être ridicule. Je me mettais à la place des autres, et je me regardais comme un espèce d'insecte malhabile, maladroit, et ça me faisait énormément souffrir. Il y a eu comme ça plein de décrochages dans ma vie, et il y a eu un décrochage absolument prodigieux, c'est le jour où j'ai pu être vraiment uni à ce que je vis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis dans la rue et que je demande et qu'il y a 20 ou 30 personnes qui passent à côté de moi sans m'aider, ça m'a permis de découvrir une formule. J'ai réalisé qu'un aveugle voyageur, c'est comme un thermomètre planté dans le trou du cul de l'humanité. C'est-à-dire que quand je suis dans la rue et que je demande aux gens, s'il vous plaît, est-ce que vous m'indiqueriez pour aller à telle rue, ou est-ce que je dois continuer, ou est-ce que je dois tourner? Si 30 personnes passent sans rien me dire, bon, je me dis, moi ça va, mais je me dis l'humanité est un peu malade. Et si les gens s'arrêtent, je me dis, ah mais quand même, l'humanité n'est pas si inhumaine que cela. C'est vrai que c'est étrange parce que quelquefois, on sent que vous êtes fâché. Vous avez utilisé un mot que j'aime bien, vous dites l'aveuglitude. Alors à la fois vous êtes agacé parce qu'on vous pose des questions, forcément toujours les mêmes, j'imagine. Puis en même temps, quelquefois ça vous a été aussi utile, cette cécité. Vous êtes sorti de situations incroyables, au fond grâce à votre cécité. C'est arrivé ça? Une période où je me comportais plutôt en victime, et une période où je pense que on me devait tout parce que j'étais aveugle. Donc j'ai utilisé le fait d'être aveugle pour me sortir de situations très très délicates, notamment à l'époque où j'étais un peu, bon, je vais pas tout raconter dans ce livre, hein. C'était pas possible. Mais il y a un souvenir précis d'un moment où vous avez utilisé cette cécité? Beaucoup de passages de douane, notamment avec la France et la Suisse, à l'époque où je ramenais du LSD, avec l'Angleterre aussi. Une fois à Paris, on s'est fait contrôler et arrêter par 4 flics. On était en voiture, une voiture de location, et à l'intérieur, moi j'avais plus d'1 kilo de hashish sur moi. On avait un garçon qui était recherché par la police. Enfin bon, voilà. Et là, j'ai essayé d'apitoyer, c'est ça, le flic, et ça a marché, je sais pas, ça a été miraculeux. Ouais. Ouais, j'ai utilisé ça. Ouais. Une époque où où mon identité était quand même coagulée au fait de ne pas voir, quoi. Vous dites aveugle, c'était mon identité. À partir de quand c'est devenu autre chose? Aujourd'hui, la cécité, ça fait partie du paysage Jean-Pierre. Je chausse du 40, mes yeux ne voient pas. Voilà, ce sont des faits. Mais mon identité n'est pas cela. Enfin, mon identité, elle est mouvante sans cesse, quoi. Mais ça a été long, hein, pour comprendre ça. Oui. C'est beaucoup les autres qui peuvent nous renvoyer ça un temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se fait croire, quoi.
Mais à un moment donné, il faut aussi ce que j'essaie de transmettre d'ailleurs dans l'éducation. Ça m'a beaucoup tenu à cœur la transmission et l'éducation de ma fille. Donc je lui disais beaucoup, écoute, quand quelqu'un te dit je t'aime, tu te dis oui, il m'aime. Quand quelqu'un te dit tu es conne ou tu es laide, je lui disais bah oui. Il dit je suis conne, je suis laide, mais où est le problème quoi? C'est son histoire. Et c'est vrai que moi j'ai réalisé ça. On va aborder un chapitre parce que souvent, vous savez, quand on accueille dans cette émission des gens qui font le choix du voyage, ce qui est votre cas, nos auditeurs nous disent mais alors les sous, comment ils font avec l'argent? Et j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de comment vous viviez ces années de voyage à l'époque, parce qu'il y a toutes sortes de trafics, alors du hashish, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça vous est arrivé de mendier? Oui, assez souvent. Oui, ça m'est arrivé de mendier. Et oui, j'ai mendié à Amsterdam, j'ai mendié en Iran parce que j'avais plus rien, absolument plus rien. J'étais malade pour essayer de rentrer au moins vers la Grèce. Mais à cette époque hippie, comme on appelait ça, on se débrouillait avec 1001 combines et on vivait un peu en groupe. Quand quelqu'un avait quelque chose, on partageait. Alors il y avait des histoires de médicaments aussi. Vous aviez réussi à voler des médicaments, c'est ça et puis vous étiez prêt à les revendre. Ça marchait non, comment? Ça c'est encore une autre. Ça c'est pour une autre histoire. Ça c'est quand je me suis embarqué dans une histoire. Je me suis retrouvé chercheur d'or en Amazonie. En fait, à l'époque, on était à la recherche de Paititi, la cité d'or des Incas. Rien que cela. Et on est parti avec 5 amis. On a remonté un fleuve. Bon, déjà de manière, c'était sur les 3 frontières Bolivie, Pérou, Brésil. Et il fallait qu'on parte clandestinement. Donc on a réussi à partir à travers la forêt avec un guide pour passer les frontières. Et on avait des armes, on avait acheté du matériel pour travailler l'or. On a retrouvé un campement de chercheurs d'or complètement clandestin. Et là, on a vécu plusieurs mois avec eux. Pour arriver jusque-là, effectivement, on avait fait toutes sortes de petites magouilles à l'époque en France. On avait vendu plusieurs kilos d'herbe. Moi, notamment, j'étais allé voir plein d'organismes en leur disant que j'allais en Amérique du Sud et que j'aimerais bien amener des médicaments pour aider les gens, tatata. Et j'avais obtenu, je sais plus, 30 ou 40 kilos de médicaments à l'époque, qui ont été une très bonne monnaie d'échange en forêt, parce qu'il y avait beaucoup de maladies à l'époque, telles que le palu, la lèpre blanche et autres. Contre de l'or un petit peu, mais surtout contre de la nourriture. Et puis surtout l'acceptation, parce qu'il fallait qu'ils nous acceptent. C'était quand même des gens extrêmement rugueux. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Même voire dangereux, parce que j'ai vu des choses qui sont, si on les raconte, on ne croit pas, je pense. C'était du hors-la-loi total. Donc on s'est fait accepter aussi en donnant des médicaments. Oui. Pour survivre à l'époque, on détenait toutes ces petites combines, quoi. Les faux papiers, à l'époque, c'était très facile de trafiquer les passeports à l'époque et d'arnaquer les banques. On faisait un peu pickpocket aussi, donc on volait les cartes d'identité aux gens. On se les réattribuait très rapidement. Dans l'heure qui suit, on collait notre photo dessus. On partait à la banque, on achetait pour l'équivalent de 400 € aujourd'hui, ce qui était énorme. On achetait des chèques de voyage, des travel checks. Et après, on partait à l'étranger. On déclarait nos travel checks volés. On se les faisait rembourser immédiatement, donc on était toujours avec des faux papiers d'identité. Donc on avait le double, la somme double. Et là, on allait les changer dans 2 banques différentes, ce qui fait qu'on récupérait 2 fois 400 €. Et après, là, on détruisait notre carte d'identité, on avait l'argent liquide. Et après, on allait voler une autre carte d'identité. On faisait ça beaucoup à l'époque, oui. C'était l'époque des combines. Après, j'ai découvert autre chose, et c'est absolument pas moral. Alors ça, je tiens beaucoup à le dire, mais qu'il fallait que je vive avec ce que j'avais ou avec ce que je pouvais gagner. La notion de prendre, de voler a disparu. Elle m'a quitté, en fait. J'en suis pas fier, hein. C'est quelque chose qui, ni le contraire d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a... Attendez, vous n'êtes pas fier de ne plus voler, c'est ça ? Ni l'un ni l'autre, je veux dire, voilà, c'est un état de fait. Ça fait D'accord. Donc oui, on a utilisé tout ça, mais un jour ça m'a quitté. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre très simplement, parce qu'en fait j'ai voyagé partout dans le monde, mais il faut quand même le savoir, en dormant dehors la plupart du temps, en mangeant dans la rue et en autostop. Donc on peut vivre extrêmement longtemps sans argent. Il faut aussi savoir qu'à l'époque,
Il n'y avait pas besoin de visa partout. On pouvait aller à peu près partout dans le monde, ce qui est quand même plus le cas aujourd'hui, de moins en moins. Et il y avait autre chose, c'est que les visas coûtaient très peu cher. Donc j'ai vécu avec une pension. Et après, j'ai vendu des bijoux dans les rues, j'ai fait plein de petits... Une pension. Des petites combines comme ça. En France, quand on est aveugle, on peut recevoir, et qu'on n'a pas de travail, on a une allocation adulte handicapé. Et puis après, Donc j'ai longuement vécu avec ça. Et aujourd'hui ? Et aussi, toujours. Mes droits d'auteur, et j'ai fait un film l'année dernière qui s'appelle 2 hommes, un regard, qu'on peut voir sur Internet, avec lequel je tourne actuellement dans différents festivals, notamment des festivals d'aventure. C'est un regard croisé entre 2 voyageurs, un ami donc qui lui-même est aventurier et fait des films. Et quand il est arrivé sur mon blog L'illusion du handicap, il s'est dit comment un aveugle peut voyager comme ça dans le monde. Et il m'a contacté, il m'a dit écoute, on part au Maroc et on va échanger sur nos perceptions. Donc je me suis dit, en fait, le voyage, oui, ça me correspond totalement, mais il faut que j'arrive à trouver à l'intérieur de moi un pays où il n'y a plus de frontières, un pays où il n'y a plus de peur, un pays où il y a plus, un pays pacifié. Et j'ai continué à voyager en quête de cela. Et l'autre a été vraiment, la relation a été un support extraordinaire, parce que en fait, je crois que j'ai grandi par l'autre. J'ai pu trouver enfin cette quiétude et trouver le véritable sens du voyage qu'est la vie, qui est le voyage de dehors, géographique, mais surtout le voyage de dedans. Voilà, donc il y a ce film. Et mes droits d'auteur partent sur une association que j'ai montée qui s'appelle Anagramme de la Rose, pour promouvoir la différence et créer, alors si les gens sont intéressés de se joindre à nous, bon, j'ai une page Facebook autour de cette association, et si les gens veulent se joindre à nous et me proposer différents événements, l'argent que je récupère à travers mes droits d'auteur est dédicacé à ça en fait, et promouvoir toutes les différences, parce que fondamentalement, ce qui va mal aujourd'hui, je pense, dans notre société, on nous parle toujours d'argent, de chômage et tout ça, mais je crois que c'est vraiment la peur de l'autre, avec toutes les conséquences, c'est-à-dire se cloîtrer chez soi, être sur la défensive dans la rue, tout ce qui ne nous ressemble pas, l'éviter.
Détour, Madeleine Caboche. Jérusalem possède une cartographie sensorielle aisément déchiffrable. Un hall ouvert sur une rue résonne. Un garage sans l'huile ou le pneumatique, tout comme une pâtisserie ou un fleuriste, avertissent l'odorat. De la pharmacie émane une odeur tiède de chimie. Une gare se raconte avec ses haut-parleurs. Chaque lieu contient son bruit propre. Le feu rouge, par exemple. Ralentissement, puis arrêt des voitures. Heureusement, l'aveugle possède d'autres alliés. L'écho, les changements infimes de température et surtout l'intuition qui se développe au gré des déambulations. Les présences humaines, les masses se perçoivent et se détectent au niveau de la tempe. Je sens par exemple qu'à ma droite se dresse un objet. Lequel ? Difficile à dire, mais je perçois sa présence. Cette détection me tient en alerte. À force de vigilance, cela ne me demande plus aucun effort. Cela devient naturel. Marcher en conversant au bras d'un ami n'exigera plus d'attention particulière. L'attention œuvre et informe aussi sûrement que le pied qui rencontre le vide depuis une hauteur inhabituelle de trottoir. Toutefois, je pressens qu'il y a des possibilités que seule la pratique peut révéler, telles que l'écolocalisation. En contournant une terrasse de bistrot, je me dis que je devrais m'orienter et me déplacer d'après le champ magnétique terrestre, comme le font les chauves-souris et les oiseaux migrateurs. On est avec Jean-Pierre Brouillot, Allez voir ailleurs, c'est le titre de son livre. Jean-Pierre, j'aimerais que vous me décriviez la couverture de ce livre. Je l'ai pas sous les yeux, Madeleine. Comment je vais faire ? Allez, si, vous savez que c'est une photo avec votre fille, vous êtes sur un petit bout de pirogue. Pas du tout. Je suis dans un moment un peu délicat. C'est un tronc d'arbre qui était jeté en travers d'un torrent extrêmement tumultueux dans le nord de la grande forêt au Cambodge l'été dernier. Et à un moment, c'était quand même assez compliqué de passer sur cet endroit. Et on était avec 2 autres copains et les minorités du Nord Cambodge qui s'appellent les Bunong. On est parti en forêt avec eux. Et ma fille, c'était délicat, donc elle avait passé son appareil photo aux 2 jeunes qui marchaient avec nous dans la forêt. Et ils nous ont pris en photo, donc quand on était dans ce passage, on n'avait pas l'appareil photo parce qu'évidemment on avait assez peur de tomber à l'eau. Voilà, donc c'est cette photo-là. Il paraît que ça fait très African Queen. C'est vrai. Oui. Alors, cette Leïla, c'est votre fille, mais ça n'a pas été facile d'accepter la paternité, dites donc, hein ? Ah non. Moi, j'étais encore dans une période où j'ai découvert... On n'en finit pas de découvrir des peurs qui sont cachées. Donc, et tout à coup, quand Marie vous annonce qu'elle est enceinte... Ah oui, non, là, ça a été comme un cataclysme. Je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Je veux pas d'enfant. Mais pourquoi vous vouliez pas d'enfant ? Parce que ma liberté, je tenais beaucoup à ma liberté et je pensais qu'effectivement, ma vie de voyage, là, ça allait l'interrompre, ce qui n'a pas été le cas du reste. Et puis après, j'ai trouvé des excuses très secondaires, très auxiliaires. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire oui, j'ai dit à Marie, donc à sa mère, attends, je sais pas très bien, aussi bien c'est congénital, aussi bien la gamine ou le gamin va avoir des problèmes aux yeux. Mais en fait, c'était absolument n'importe quoi. C'était juste pour essayer de convaincre Marie qu'on n'ait pas d'enfant. Et puis, Leïla est arrivée. Où est-ce que vous êtes allé avec elle ? Et le papa a été complètement remué et s'est rendu compte que le plaisir de sa fille, c'était le même que le sien, c'était pas séparé. Et que l'éducation, c'était un grand jeu, et que c'était fantastique. Oui, on est parti partout. Je sais pas, je l'ai amené en Amazonie. Parce que plutôt que de parler pendant des heures et de dire tu dois, dans ta vie... te détendre et laisser rentrer en toi la confiance, c'est quand même beaucoup mieux d'aller en forêt amazonienne avec les singes hurleurs, les fauves, et dormir la nuit dans un hamac accroché entre 2 arbres. Elle avait quel âge, là, quand vous avez fait ça ? 9 ans. Et puis on a fait ça partout, dans le Sahara. Qu'est-ce que vous avez fait dans le Sahara ? En Inde. On est allé marcher dans le désert, comme ça, pendant 2 semaines. 2 semaines, c'était pas extrêmement long, mais ça permettait de vivre dehors, d'apprendre à faire le pain avec les gens du désert, apprendre à faire attention au peu d'eau qu'on a,
Voilà. En Afrique aussi, on est allé. Alors ça, c'est fantastique. Notamment au Sénégal, parce que on avait des amis africains qui vivaient dans un petit village là-bas. Et elle vivait complètement à l'africaine, mangeait dans n'importe quelle maison. Quand elle était là, lors du repas, que le repas était prêt, on est invité à manger. On s'assoit, on participe à toutes les tâches, on va chercher l'eau au puits ensemble. Je dis souvent, parce que je connais des adolescents aujourd'hui qui passent leur vie sur leur tablette, leur téléphone. Et j'aimerais bien, j'ai un peu en projet ça, en germe en tout cas, de partir avec des jeunes. Et si je partais avec eux, ça serait vraiment dans un village africain. On s'expose, on n'est pas là en touriste protégé. Si on est dans un village et qu'on vit chez les gens. Et vivre avec eux, ça veut dire faire les mêmes choses qu'eux. C'est-à-dire parer au plus urgent. Et on n'est pas dans la thésaurisation, on est dans faire ce qu'il faut dans l'instant. On a besoin de ramener de l'eau, on va chercher l'eau au puits, tout en discutant, en riant. Il n'y a pas ces notions séparées. Le travail, c'est de la merde, comme certains gens le voient, et la notion de, je sais pas moi, de jeu, non, c'est très ensemble, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez envie de lui donner en particulier à Leïla ? Ce que je pense quand je la vois, là je viens de passer 2 jours avec elle, on se voit rarement, elle a 20 ans, puis elle va partir vivre à l'île de la Réunion, là, elle est étudiante actuellement. Le goût de l'autre, et ça je crois que c'est superbe, parce que je vois que ça marche vraiment bien. Et puis surtout cette capacité à être prêt à vivre ce que la vie propose, quelle que soit la forme, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, elle ? Qu'est-ce que l'autre nous apporte, je crois, à chaque fois, c'est... Non, mais votre fille. D'avoir... à ma fille, principalement. Oui. Elle m'a apporté une chose fondamentale, c'est l'envie de transmettre quelque chose. Réaliser qu'on vit maintenant, il y a une suite à l'humanité possible, et la suite, elle est dans ce qu'on va incarner maintenant. Elle sait bien vous guider. Écoutez, je vais raconter une anecdote que j'ai pas relatée autre part, d'ailleurs. C'est bien, ça me vient. Je me souviens quand elle avait 4 mois, j'étais parti à Paris et je me suis retrouvé, il n'y a plus de train pour rentrer en Ardèche, où on était à l'époque. Et donc je me retrouve à faire du stop et c'est pas facile parce qu'il y avait des dizaines de gens qui faisaient de l'autostop. Et je suis resté, ça a mis beaucoup de temps. Finalement, donc j'ai pas vu ma fille pendant une quinzaine de jours. Et quand je suis revenu, donc c'était un nourrisson, elle avait 4 mois, j'ai compris une chose, quand je la regardais au-dessus de son berceau, son souffle me venait dessus pour que je puisse la regarder. Ça, j'ai fait l'expérience plein de fois après. Je me dis, c'est pas possible quand même, déjà, qu'elle cherche à me capter en me touchant d'une certaine manière, et réellement. Donc c'est évident que la cécité, même non conscientisée, une société d'un papa ou d'une maman, l'enfant le sait, quoi. Elle l'a refusé à un moment donné, quand elle avait 2 ans, et ce que je trouve extrêmement sain, et je l'ai laissé développer ça. C'est-à-dire, elle refusait comment ? Ce qui l'emmerdait, il faut dire le mot, c'est que je puisse pas jouer à 100% comme tous les gens qui voient au ballon en jetant le ballon en l'air et qu'elle puisse jouer normalement. Moi, je lui ai expliqué le ballon, écoute, je joue avec ton ballon, je fais tout ce que tu veux, mais il y a quand même des règles qui sont inhérentes au fait que je ne vois pas. Tu dois lancer le ballon par terre, je dois l'entendre rebondir, il faut que je l'entende ce ballon. S'il n'y a pas de son, je peux pas jouer. S'il est dans l'air, je peux pas l'entendre. Donc ça, elle me disait, un jour, elle m'a dit, je veux pas de papa aveugle. Et je lui ai dit, alors tu veux que je m'en aille ? Elle a dit, non, je veux Jean-Pierre, mais je veux pas de papa aveugle. Et j'avais trouvé ça extrêmement sain comme réaction. Donc je l'avais accompagnée. Quand vous viviez encore avec elle, avant qu'elle choisisse sa vie, elle vous racontait quelle tête vous aviez quelquefois le matin quand vous vous leviez ? Non, là, ça me dit rien. En gros, est-ce que... Non, parce que vous racontez qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'être plus coquet. Ah, mais ça, ce sont plutôt des rencontres... C'est pas elle, c'est pas de sa faute à elle. C'est... Pourquoi sa faute ? Non, ça, grâce à elle, grâce. Non, ça c'est quand j'ai senti qu'il fallait que je vive seul, en fait, que je divorce, en fait. J'ai pas divorcé contre ma femme, j'ai divorcé avec moi-même, parce que j'ai eu besoin de vivre autrement. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, il fallait que je prenne un peu plus soin de mes apparences.
Bon, maintenant, je sais très bien que les apparences sont pas tant les apparences que ça. Le fond et la forme, c'est la même chose. D'autant plus que l'apparence, c'est la première chose qu'on donne à voir à l'autre. Donc vous mettez plus de couleurs. Oui, parce que tout le monde me dit qu'aujourd'hui, on vit dans des vêtements ternes ou du noir et autres. Et j'aime beaucoup les couleurs, parce que ça, c'est un privilège que j'ai sur d'autres personnes privées de la vue. C'est que j'ai vu jusqu'à 15-16 ans et que j'ai absolument toute la palette avec les subtilités de couleurs qui sont engrammées dans ma cervelle. Et je joue beaucoup avec. Donc j'ai beaucoup de plaisir à choisir des chemises colorées. Enfin, j'aime bien. Ouais. Offrir à l'autre et à moi, alors ça, offrir à moi probablement en premier, de la couleur, quoi. Mmh. Quand je me lève, je me dis, tiens, quelle couleur je vais mettre aujourd'hui? Je prends mon téléphone, j'ai une application dessus qui me lit les fréquences et donc qui me dit les couleurs, en fait, parce que les couleurs sont des fréquences. Et je me dis, tiens, aujourd'hui je serai plutôt jaune, aujourd'hui je serai plutôt rouge. Et votre fils, vous faites des voyages avec lui aussi? Mon fils? Vous n'avez pas un fils, Balthazar, non? C'est le fils de ma compagne. Ah, voilà. En fait, voilà, qui s'appelle Eva, ma compagne, qui habite à côté de Lyon. Et non, pas encore. On a fait des voyages, mais un peu en famille, comme ça. Et en voiture et en Europe. Mais justement, ça fait partie de ces jeunes que je me dis qu'il faut que je l'amène vivre dans un village africain. Bon, à suivre. Réellement. À suivre, oui. Détour, Madeleine Caboche. On arrive à la fin de notre rencontre, Jean-Pierre. Votre maman, donc très présente au début du livre, avec ces remarques un peu violentes qui vous ont conduit peut-être sur une voie un peu particulière avec les filles. Le visage de votre mère, il s'efface de plus en plus ou il revient parfois? Allez, je vous raconte une anecdote. Je suis rentré dans mon village où j'ai mon pied à terre, qui s'appelle La Boule, dans le sud Ardèche. Il y a 2 jours et demi, là, il y a 3 jours, pardon. J'étais pas allé depuis un bon moment, mais il y avait plein de papiers qui s'accumulaient, qu'il fallait que je signe et tout ça. Et puis quand je suis arrivé là-bas, moi, l'alcool, c'est pas mon truc au quotidien du tout. Bon, je bois un verre d'alcool. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais il y a ce livre qui est sorti. J'avais une demi-bouteille de champagne, je vais l'ouvrir, je vais la boire pour célébrer tout ça. Et puis je m'assois à la table. Et puis j'ouvre la bouteille de champagne, puis je me dis, mais c'est pas possible quand même. Et tes parents là-dedans, c'est eux qui t'ont fait faire quand même un chemin absolument incroyable, parce que j'ai eu un gros rejet de mes parents pendant des années, c'est pareil. Genre la cécité, mes parents, tout ça finalement, la cécité que je refusais, c'était mes parents qui n'étaient pas intégrés en moi, qui n'étaient pas encore digérés. Donc je me suis dit, mais mes parents, c'est quand même eux. En tout cas, la vie est passée à travers eux pour que j'ai cette forme. Donc, je leur dois beaucoup. Donc, j'ai convoqué mes parents, j'ai mis 3 verres, et j'ai servi le champagne aux 3. Et j'ai installé mes parents à côté de moi. Déjà, ça a été assez compliqué. Je savais pas si je mettais mon père ou ma mère à gauche ou à droite de moi. Et j'ai essayé de les faire revenir par la sensation et par l'image. Et c'est quand même incroyable. J'ai réussi à les faire revenir, à les sentir leur masse propre. J'ai même bu 2 verres de champagne quand même, ce qui est beaucoup pour moi, ou peut-être même 2 verres et demi, et je me disais, leur visage va revenir. Et leur visage, en fait, il est disparu, quoi. J'ai bu le champagne avec mes parents pour fêter l'avènement de ce livre et tout ce qui se passe aujourd'hui, mais avec des parents sans visage. Et puis, ça fait quoi? C'est un peu troublant, c'est un peu... Bon, voilà, j'imagine qu'il y a eu un tel rejet à un moment donné que j'ai dû enfouir ça encore plus profondément. Mais bon, ça ne m'empêche pas de les célébrer aujourd'hui. Et de... Mais on sent que vous les aimez dans ce livre quand même, hein? Ah bah oui. Sans parents, on ne serait pas là quand même. Vous savez comment on va se quitter, Jean-Pierre Brouillot? Vous savez cette phrase de Pascal qui dit le malheur de l'homme vient de ce qui ne s'est pas resté enfermé dans sa chambre. Comment vous commentez ça? Oui, mais je pourrais dire le contraire aussi. Le bonheur de l'homme, ça pourrait être de rester dans sa chambre. Pas le vôtre, en tout cas. Pas le vôtre, parce que vous êtes tout le temps... Aujourd'hui, Madeleine, non. Mon vécu, c'est que les choses viennent.
et s'en vont. Et à un moment donné, voilà, c'est le mouvement permanent. Moi, il m'est arrivé de me réveiller dans ma vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été voleur et un jour, je me suis réveillé et c'est parti. Vous voyez, vous, ne plus voyager? En fait, je ne me vois pas, et c'est pas un jeu de mots. C'est facile. J'ai pas d'anticipation. Non, tout à fait. Mais j'anticipe rien sur demain. D'accord. Il y a des projets comme ça qui sont là, comme des petites bulles de champagne ou des petits nuages. Mais en ce qui concerne ma personne, non, je sais pas ce qui va venir, ce qui va se faire demain. Bon, on se retrouve. Donc le bonheur lié au voyage ou pas, non, c'est lié à autre chose. C'est lié profondément à pouvoir être soi-même. C'est Jean-Pierre Brouillot qui a passé 1 heure avec nous. Ça s'appelle Allez voir ailleurs. C'est aux éditions Point, dans les pas d'un voyageur aveugle. Merci Jean-Pierre. Et puis on va se retrouver dans 10 ans alors. Merci à vous Madeleine. Dans 10 ans, oui. Dans la nuit d'hiver, tout est silence, terre et ciel. Le désert, lui, loin de la mer, tout en bas du mont Saint-Michel. Au sommet, j'avale un vent muet, grisant comme un vin de Toscane. Mon regard plonge dans la baie. Je vois passer la caravane. Ils sont bien 50. Les chameaux, les gens, sous la lune errante, là, se balançant. Le rythme royal me charme et m'appelle. Volant, je dévale les longues ruelles. Détour sur le web, rts.ch et sur Facebook. Your love brings life to me.
Vous venez de passer 1 heure avec l'écrivain voyageur aveugle Jean-Pierre Brouillot, qui sera d'ailleurs invité au Salon du Livre prochainement à Genève. Son blog est indiqué sur notre site rts.ch/détour au pluriel. Demain samedi à 15h, rediffusion d'un des 2 épisodes des Jeunes Aventuriers au lac Baïkal, et j'insiste pour que vous alliez voir notre site, donc rts.ch/détour, parce qu'il y a vraiment des sons et des photos magnifiques. D'ici lundi, passez un excellent week-end et retrouvez-nous à 15h, c'est Martine Galland qui vous présentera l'émission. Détour, Madeleine Caboche. Sur la première, il est 16h.